BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Nouvelle vague d'acquisition dans le secteur du luxe. Lundi dernier, Swatch annonçait l'acquisition du roi des diamants, Harry Winston. Mardi, c'était au tour de PPR d'ajouter à son portefeuille le designer Christopher Kane. Après s'être offert le mois dernier le chinois Qilin, le groupe n'exclut pas d'autres acquisitions en 2013. Elsa Berry, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice et managing director de la banque d'investissement Vendôme Global Partners. Vous êtes également la présidente de la Chambre de commerce franco-américaine ici à New York. Vous êtes spécialisée justement dans ce secteur du luxe, les produits à marque. Vous en avez pensé quoi de ces annonces cette semaine, ce rachat d'Harry Winston par Swatch? Est-ce que ça fait sens? Ça peut ne pas faire sens, mais en fait, ça fait beaucoup de sens. Oui. C'est mythique. C'est vrai que c'est assez incroyable de penser à ce mariage entre ces deux sociétés. Ah oui, parce que c'est quand même deux images qui sont bien différentes. Oui, alors quand même, Swatch, c'est 8 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires. C'est le numéro 1 du monde de la montre. Ouais. Numéro 1 du monde au niveau d'ailleurs des mouvements pour les montres, qui contrôle pratiquement toutes les fournitures pour toutes les autres marques. Mais Swatch a 17 marques de montres et seulement 2 ou 3 qui sont vendues à plus de 25 000 $. D'accord. Breguet et Blancpain. Ouais. Et donc, l'essentiel de leur portefeuille est effectivement plutôt mass market, Tissot, Swatch, Rado, etc. Et donc là, ils vont directement se mettre sur ce segment du luxe. Voilà, alors là, ils achètent une marque qui est connue, qui est mythique aux États-Unis et dans le monde, qui existe depuis 1932, qui est associée souvent à Marilyn Monroe. Ah oui. Et en fait, c'est assez ingénieux, je pense, parce que ça permet à Swatch de consolider justement leur présence dans le secteur du luxe des montres, mais aussi de rentrer beaucoup plus fortement dans la joaillerie, qui est un marché de près de 200 milliards de dollars dans le monde et dans le très haut de gamme. Et donc, c'est assez intéressant de voir parce que c'est un géant qui arrive maintenant chez Harry Winston, qui fait beaucoup mieux depuis quelques années, mais qui est encore pas très profitable par rapport à ce que font d'autres dans le secteur. Ouais. Donc l'enjeu, ça va être justement comment est-ce que Swatch va arriver à ne pas détruire Harry Winston, préserver le Oui, bébé, ça c'est la grande question. et en même temps valoriser un achat qui quand même est cher. Oui, c'est ce que j'allais dire, on est quand même dans le haut de la fourchette. Alors c'est plutôt le haut de la fourchette, surtout que tout le monde affiche 2,4 fois le chiffre d'affaires, 25 fois le EBITDA, ce qui semble moins que Bulgari, puisque Bulgari c'était presque 26 fois le EBITDA et 3,6 fois le chiffre d'affaires. Mais si on regarde par rapport au EBIT, à ce moment-là, le multiple devient 50, c'est-à-dire qu'il y a 20 millions de différence pour Harry Winston, parce que c'est un métier qui est quand même très lourd en cash, en fonds de roulement et en investissement dans les stocks. Ouais. Et donc, c'est très cher payé. Et en même temps, Swatch a fait quelque chose de phénoménal avec Breguet, qu'ils ont acheté en 99 pour une bouchée de pain, et qui aujourd'hui est une des plus belles sociétés, très rentable, 38% de croissance par an, plus de 28% de marge opérationnelle. Donc, s'ils peuvent un peu faire la même magie... Vous êtes confiante finalement sur... Bah, je pense que certains grands du secteur ne sont pas aussi confiants. Ouais. La bourse a été très confiante. C'est rare quand le titre de l'acheteur monte Oui, en c'est ce même que temps j'allais dire, que effectivement, le titre ça, du vendeur. Et donc le marché y croit. Il y a beaucoup à faire, mais il y a des complémentarités intéressantes au niveau géographie, parce que finalement, Swatch est très fort aussi au Moyen-Orient, en Chine, ce qui va pouvoir aider Harry Winston. Ouais. Et je pense aussi que Swatch va continuer la politique de Harry Winston à réduire, parce que les prix de vente, quand on est dans le très très cher, c'est pas logique toujours, mais les marges brutes sont moins bonnes. Et donc, si on veut vraiment justifier un investissement de cette taille, il va falloir continuer les entrées de gamme. Entrées de gamme quand même luxe. Et donc, aujourd'hui, ça représente 37% par exemple des montres de Harry Winston, mais c'est en augmentation. Le très très cher, le 5 millions de dollars par pièce, c'est non récurrent, non fiable et moins rentable. Mais il en faut pour l'image. Donc il faut doser un peu tout ça et réussir quand même dans le luxe. Parce que c'est un secteur quand même... Oui, c'est un secteur qui est particulier. Alors on a eu quand même pas mal d'annonces dans ce sens-là depuis plusieurs semaines maintenant. Comment on explique cette frénésie des achats ? Je pense que c'est beaucoup de choses en même temps qui arrivent. En fait, c'est l'émergence évidemment des nouveaux marchés, des nouveaux consommateurs qui sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe et qui veulent aussi, et qui ont les moyens d'avoir du luxe, du vrai luxe. Et donc tout ce qui est marque à héritage, marque qui existe depuis longtemps, est très recherché.
mais aussi... Vous avez des noms comme ça? Quelles pourraient être les prochaines cibles? C'est toujours difficile, bien entendu. Bien sûr, c'est très difficile, parce que c'est pas toujours des plus gros. Ouais. Ça peut être aussi des pépites qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas justement réussi la réelle croissance. Alors tout le monde parle de Tiffany, de Burberry. Ouais. C'est des gros... Si on regarde un petit peu vos analyses à vous, c'est quelque chose qui pourrait être possible, envisageable dans les mois, dans les années à venir, peut-être. Tout est envisageable à son côté, donc c'est possible. C'est indispensable aussi pour ces sociétés ou pas? Je ne pense pas forcément que ce soit indispensable. Tiffany est une société qui a réussi très très bien à sortir de sa dépendance des États-Unis, qui marche très bien au Japon, qui réussit aussi en Chine. Burberry, ça peut peut-être faire du sens parce que c'est pas le même métier exactement. Ouais. Mais maintenant, il faut regarder pour qui sont les gens, les groupes qui sont capables, qui sont intéressés. C'est déjà, c'est peut-être pas forcément les mêmes, mais il y a PPR qui est intéressé, hein, ils ont affiché la couleur. Quels sont les autres grands groupes? Oui, mais PPR est très spécial parce que PPR, c'est très bien acheté justement des jolies sociétés. Christopher Kane, c'est pas une grosse société. Ouais. Même Brioni, c'est pas une grosse société. Et PPR, ils préfèrent après nourrir les sociétés et développer la propre croissance eux-mêmes et ne pas payer très très cher pour avoir une société qui finalement a déjà atteint pas mal une taille assez significative. Mais vous regardez dans le luxe, vous voyez des sociétés comme Prada qui ont des market cap absolument phénoménales. Alors est-ce qu'elles vont s'aventurer au-delà de leur propre marque? C'est pas évident. Ralph Lauren ne le fera pas. Ralph Lauren est très centré sur sa marque. Coach devrait acheter. Coach a les moyens. Coach, pour moi, c'est une société qui a très très bien réussi aux États-Unis, au Japon. Est-ce qu'en Europe, on peut vraiment dire que Coach a réussi? Est-ce que Coach aurait... Est-ce que ça ferait du sens que Coach rachète une très très belle marque européenne ou une très belle marque américaine comme Tiffany en dehors de son secteur de base? Pourquoi pas? Mais LVMH va faire très attention. Ce sont des gens qui peuvent toujours acheter si ça les intéresse. Ils viennent de racheter Bulgari, c'est un énorme paquet à 5,8 milliards. Donc il faut aussi s'occuper de ce qu'on a acheté. Mais il y a des nouveaux acheteurs. Quand on regarde ce qui s'est passé en luxe, il y a le Qatar qui achète Valentino. Justement, est-ce qu'il y a des régions un petit peu plus actives? Le Moyen-Orient qui maintenant a décidé qu'ils étaient capables d'acheter directement eux-mêmes et ne pas passer par des fonds. Des family offices comme la famille qui est derrière Labelux, qui a acheté Jimmy Choo, qui a acheté Belstaff, qui est derrière Coty. C'est une famille très aisée qui a les moyens. La Chine, en France, en Belgique, Delvaux a été acheté par Funk Brands, ce sont des Chinois. Donc les Chinois vont s'y mettre. Les Chinois, à mon avis, n'y sont pas encore. Ce ne sont pas des gens qui sont très sophistiqués en M&A au niveau des marques. Ils savent acheter énergie, ressources naturelles, mais ils vont y arriver. Ils vont arriver très vite. Et à mon avis, ça va être l'entrant le plus important du monde du M&A du luxe, parce qu'ils ont les moyens. Et quand ils auront compris comment faire pour acheter des grosses sociétés, surtout si elles ont un potentiel en Chine, parce qu'elles restent très axées sur la Chine finalement. Est-ce qu'il y a des segments dans ce secteur du luxe qui attirent plus que d'autres? Je dirais d'abord c'est la marque. La marque fait la différence. Marque, Donc la marque, la capacité aussi des sociétés à être autre qu'un seul réseau, le multi-channel, le omni-channel. Donc pouvoir naviguer sur les différents réseaux et puis les différents positionnements de prix. Parce qu'on a le super luxe, on a le luxe, on a le affordable luxury et de plus en plus on voit des sociétés essayer de se positionner sur différents créneaux. Donc je pense que la beauté, même si c'est pas forcément toujours dans le luxe, c'est un secteur qui bouge beaucoup. La mode, les accessoires, et puis la joaillerie. La joaillerie est en train de changer parce que très longtemps, ça a été, sauf quelques exceptions, un secteur sans grande marque. Et maintenant, des marques nouvelles émergent et elles vont grandir et il y a de l'intérêt et ça va aussi créer, je pense, beaucoup de M&A. C'est plutôt encourageant tout ça. Pour nous, c'est formidable. Alors justement, pour vous, vous avez monté votre propre enseigne l'année dernière, Vendôme Global Partners. Comment ça se passe depuis le début de l'année? C'est formidable. On a d'ailleurs nous-mêmes... Ah oui, c'est formidable. On a un très beau dossier dans les montres qui a attiré justement de luxe suisse, qui a attiré de l'intérêt des régions, de toutes les régions du monde, de grands groupes internationaux stratégiques comme de familles. Donc c'est très intéressant. Et on est en phase finale, donc on est très excités. On est très actifs en beauté, dans les jouets, dans les accessoires et la joaillerie. Donc, comme on passe notre temps à essayer de faire le lien entre justement ces nouvelles marques émergentes à forte croissance, mais aussi les grands groupes stratégiques qui cherchent la différenciation, parce qu'aujourd'hui, ce qui a changé dramatiquement, c'est que les positions ne sont plus acquises.
tout bouge tellement vite qu'aucun groupe ne peut dire « je suis arrivé Ouais. ». On est totalement, constamment. Et quand on pense par exemple à Gilt, qui a annoncé ce matin qu'ils ont fait 30% de leur chiffre d'affaires sur les mobiles, sur le iPad et le téléphone, alors qu'il y a un an c'était 5%. Oui, mais c'est incroyable. Et ça c'est du luxe, même si c'est un luxe petit peu les décalé, non vendus, ouais. mais c'est quand même des prix élevés. Ils vendent des Jaguars même sur Gilt. Donc c'est intéressant de voir cette mouvance, cette capacité, cette nécessité en fait de naviguer sur tous les plans et tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Donc ce qui ne va pas marcher, ça va être des sociétés, Voilà, dites-nous. Oui, effectivement, il y a quand même des marques qui ne savent plus connecter. Ouais. Liz Claiborne Et a c'est dû se important, ça, réinventer. effectivement, ouais. C'était fini, c'était plus une marque qui avait du sens. Ou les marques justement qui n'ont pas réussi à être multi-channel, qui sont bloquées. Ouais. Et donc, Il y en a beaucoup encore des marques comme ça. ça C'est existe, difficile de passer à côté. Ouais. Et puis bon, des sociétés qui n'ont pas vraiment nourri la marque, n'ont pas mis en avant la marque, parce que la marque, c'est ce qui fait la différence. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Elsa. Vous aurez l'occasion de venir nous en parler. Une année Avec grand plaisir. Qui se présente très, très positive. Vous êtes, je rappelle, la fondatrice, managing director de la banque d'investissement, donc Vendôme Global Partners. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec notre expert en nouvelles technologies. On va parler d'un certain Facebook.